Quart de finale de play-off, acte 1, il y a eu du suspense, il y a eu des buts d'anthologie, il y a déjà eu de la casse sur les différentes patinoires. On va y revenir avec nos invités, avec Laurent Meunier, avec Florian Kuntz, avec Stéphane, bien sûr. On a vécu des dénouements incroyables, notamment dans le duel des Lions entre Lausanne et Zurich, dans un match très serré. Première prolongation de ces play-offs et but décisif, petit bijou, signé Malguin. La joie des joueurs du Lausanne Hockey Club qui tronche évidemment avec la malchance de Maxime Noreau, un défenseur aussi expérimenté qui chute comme ça, qui tombe à la renverse. Véritablement, Laurent, c'est quand même des images assez rares hein, finalement. Tout à fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un sniper qui a fait son compte. Mais non, je retiendrai surtout la vitesse de Malguin quand il prend le palais et sa finition qui est sublime. On a vu les gros bras, hein, Florian, finalement. On va y revenir pendant cette soirée. Malguin d'un côté, on va parler de Simeon d'ici quelques instants. Les buteurs étaient là. Ah, c'était le moment pour eux de sortir. Et puis, ils se sont régalés sur cette première round de play-off. Et nous également. Hein. Allez, on va attaquer notre tour d'horizon, si vous le voulez bien. On va commencer par Lugano-Rapperswil. Sur le papier, une série, notre pronostic, c'était 4-1. Ça s'est vérifié ce soir du côté du Tessin, où Lugano a quand même dominé les débats. C'était surtout le retour d'un certain Lionen. Stéphane, on l'a véritablement préservé. On savait qu'on allait dans les 6 du côté de Lugano. On l'a préservé pour qu'il revienne vraiment dans les meilleures conditions possibles. Exactement. Il y avait des petites douleurs. On ne va pas dire où, là, mais il y avait des petites douleurs. Et Serge Pelletier adore ce joueur-là. Il dit que c'est un des joueurs les plus utiles à son équipe dans cette ligue. C'est un gars qui aime embêter l'adversaire, aime jouer contre les meilleurs joueurs adverses. Il est gros, il est grand, il peut être physique sans être méchant. C'est un gars qui est bon aux engagements. Et il dit que c'est un joueur qui est très, très utile. Un des joueurs qu'il a eu le plus de plaisir à coacher dans sa carrière. On connaît également le fighting spirit de Reto Souris qui va aller marquer entre les jambes Florian Kuntz de Nifeler. Après 4 minutes de jeu, un excellent départ justement pour Lugano. Ouais, un bon départ pour Lugano. On voit Reto qui reçoit le puck et puis il n'hésite pas à foncer directement sur la cage. Il glisse le puck entre les jambes de Nifeler qui sur cette occasion-là est peut-être pas forcément tout blanc. Un assist de Julian Valker, on l'a vu. Mais Rapperswil va égaliser. Ils sont en powerplay, 11e minute de jeu. Et c'est Keish Ferry qui va égaliser, assist de Nifeler et de Lehmann. Il y a eu un long rebond accordé, on va dire, par Schlegel sur ce coup-là, hein, Laurent. Oui, effectivement, mais sur l'action, je pense que c'est possible que ça soit fait exprès de mettre un shoot pour rebond et la finition est très belle. Donc c'est un peu dur de blâmer le gardien sur ce coup-là. C'est surtout qu'il y avait c'était un 3 contre 2 à la base, donc pas évident. Un partout, mine de rien, après 20 minutes. Hein, il y a match du côté du Tessin. En tout cas, au niveau du score, on va plonger en deuxième période. Lugano qui va prendre l'avantage à 5 contre 4. Et les supériorités numériques. On voit Andrew Rowe back-checker. Et finalement, ce puck qui va revenir sur la crosse de Lionen, qui en 2 temps, Stéphane, ne se fait pas prier pour marquer le deuxième. Ouais, là, des fois, il faut mieux être chanceux que bon. Là, je pense qu'il a été un peu des deux là-dessus, mais voilà, donc, il veut faire la passe par 2 fois. Là, il dévie dans un premier temps, rebond chanceux là. Il veut faire la passe, elle revient. Il y a 2-3 joueurs de Rapperswil qui tombent autour de lui. Il joue un petit peu de chance, mais voilà, il faut les prendre. Quand ça tourne pour toi, il faut sauter dessus. Il ne faut surtout pas rater l'occasion. Oui, à propos d'occasion, Chervenka, on n'a pas les images, mais Chervenka semble s'être blessé pendant la deuxième période et apparemment n'est pas revenu au jeu. Coup dur pour Rapperswil et la troisième période qui va démarrer avec le 3-1. Ça va être complètement fou ce début de période. Regardez bien, 42e minute de jeu. C'est Romain Leffel qui va marquer le troisième, assist de Fasini et d'Herburger. Là aussi, on l'a complètement oublié finalement, Florian, sur cette action. Ouais, je pense que c'est une belle sortie de zone. Hein. On voit le puck qui circule bien. Et puis,
on en parle souvent, mais maintenant on voit vraiment ses défenseurs comme Leffel. Il a suivi le jeu, il ne s'est pas arrêté tranquillement dans sa zone, puis il a regardé ce qui se passait, il a suivi l'attaque, ça a permis d'être libéré, et puis il trouve un bon coin pour mettre le puck dedans. Je pense que la passe, c'est Lamère, c'est pas Herbourger. Herbourger a fait la passe à la sortie de la zone et Lamère a fait celle qui était la décisive là, vers Leffel. Moi, j'ai fait du copier-coller avec le site de la Ligue. Quoi qu'il en soit, 7 secondes plus tard, c'est Profico. 7 secondes plus tard, t'entends encore le speaker qui annonce le but, qui va finalement marquer le 3-2. Et un peu comme une sangsue, ça s'accroche du côté de Ramsey. Alors par contre, c'est pas un bon but, ça. Non, on est d'accord que là... c'est un but qui est faible. Oui, mais dans la foulée, 43e, Burgler va marquer le 4-2. Arcobello, Butker, on parle des hommes forts, Stéphane. Quand ils sont sur la glace, ça fait mouche. Et Lugano qui va s'envoler finalement ensuite après dans cette fois. Encore une fois, un très beau jeu de passe, comme le but de Leffel, avec un délai un petit peu, et puis le tir de Burgler est sur réception. Burgler, c'est un excellent marqueur de but, un shooter. Il en a 17 en championnat, c'est un vétéran. Dominique Kelly, il n'a pas fait d'offre raisonnable et il a signé à Ambry. Et ça a fait tout un tollé du côté suisse-allemand, que Klaus Tour en a parlé dans les médias. Ça n'a pas bien fait paraître le directeur sportif de Lugano. Voilà un sniper, Fazzini, pour le 5-2. On a même entendu le petit bruit du poteau au passage. On connaît les talents, puis ensuite Zanguier va marquer le 6e. Lugano qui a déroulé, mais juste une statistique pour Laurent, c'est 40-26 au niveau de la statistique des shoots. Alors oui, il y a eu 6-2 pour Lugano, mais voilà. 30 tirs bloqués. Selon les statistiques, ce soir, c'était la soirée des tirs bloqués. 30 tirs bloqués par Rapperswil. Je ne sais pas s'ils avaient la gâchette facile ou c'est des nouveaux statisticiens qui ne savent pas ce que c'est. Mais c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. 6-2. Non, mais 40, ça fait quoi? Combien d'années? 30? Ça fait 70 égal que shoot. Ça fait 70. Tu rajoutes ceux qui passent à 12 mètres. T'en es à un shoot toutes les 38 secondes. Non, j'exagère. C'était généreux, effectivement. Je pense que c'est rare. En tout cas, beaucoup. Disons que pour les tirs bloqués, c'est une soirée exceptionnelle, on va dire, parce que dans le match Genève-Fribourg, il y en a eu 26 et 29. On va y venir, mais voilà, je vous annonce la couleur tout de suite. Absolument. Allez, réaction quand même à l'issue de cette victoire du côté du HC Lugano. On va écouter Romain Leffel. Romain Leffel, on a été vraiment impressionné par votre début de rencontre. Vous aviez vraiment envie de sortir très fort dans ce quart de finale. Oui, on avait vraiment envie de commencer le plus fort possible et je pense que ça s'est vu. Ensuite, le match s'est un peu équilibré et voilà, dans le troisième tiers, on a fait la différence. Et voilà, je pense qu'on est vraiment tous contents d'avoir pu mettre cette première pierre pour la suite des playoffs. Maintenant, il ne faut pas s'endormir sur ses acquis et puis aller encore plus fort pour le prochain match. On se disait peut-être après 8 jours sans match, l'adversaire qui, lui, avait pu en jouer 2 entre-temps, peut-être qu'il y aurait une différence de rythme. Ça ne s'est pas vraiment senti. Non, ça ne s'est pas vraiment senti, c'est vrai, mais je pense qu'on était prêts pour ça. On savait qu'ils allaient venir fort parce que, voilà, comme vous l'avez dit, ils avaient 2 matchs dans les jambes et nous pas. Mais je pense qu'on était tous prêts à rencontrer cette adversité et voilà, je pense qu'on a répondu présent. Vous les avez en tout cas pas sous-estimés, même si on sait qu'il y a une différence entre le 2e et le 10e du classement. Ouais, mais on sait voilà, on veut pas tomber sur cette pseudo peau de banane, si je peux le dire comme ça. Donc on a vraiment envie de montrer qu'on n'est pas arrivé 2e pour rien et qu'on a mérité d'être à cette place tout au long de la saison. À titre personnel, ça fait quand même toujours du bien de marquer, même si vous êtes défenseur. Bien sûr que ça fait du bien de marquer et voilà, c'est clair que j'en ai pas marqué beaucoup cette saison et j'étais habitué à marquer plus que ça. Mais voilà, de commencer le premier match avec un but, c'est clair que ça fait du bien. Merci bien. Merci. On a évité la peau de banane, vous l'avez compris, du côté de Lugano pour ce premier match face à Rapperswil. La grosse interrogation pour l'acte 2, ça sera Chervenka ou pas Chervenka. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais plus de Chervenka, c'est... Alors déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de chance avec Chervenka, alors là, ça devient très compliqué. À voir. On va passer à Fribourg-Genève, si vous le voulez bien. Notre pronostic au niveau de la réaction 4-3 dans cette série pour Fribourg. Donc on annonçait des matchs très serrés. Ça a été bien sûr le cas aussi ce soir. Et puis du côté de Fribourg, Stahlberg était présent. C'est-à-dire qu'on pouvait aligner 4 étrangers, Florian Kuntz, dans cette équipe de Fribourg-Gotteron. Alors que de l'autre côté, il y a Rod, il y a Richard qui ne sont pas là. Déjà sur la feuille de match, on sentait un léger avantage, on va dire, pour Fribourg peut-être.
C'est clair. Côté fribourgeois, on ne voulait pas trop parler d'avantage, mais si on prend les deux équipes avec les absents du côté genevois, les retours côté fribourgeois, on donnait quand même un petit avantage à Fribourg sur le papier. Et puis, on le verra par la suite que ça s'est concrétisé sur la glace. Ça s'est concrétisé sur la glace. Ça a mis du temps au niveau du score quand même à se débloquer. Il faut attendre la 19e minute, Laurent. Cet engagement de Walser, un puck qui revient très doucement, assez doucement, on va dire, et run sans le bon coup là. Sur ce coup-ci. Exactement, il était très réactif et il l'a bien placé. Je pense qu'elle est un peu contrée, c'est possible, par le défenseur de Genève. Après, honnêtement, Genève a fait un assez bon premier tiers et je pense que c'est vraiment le tournant du match juste avant la fin, à 1 minute de la fin du premier tiers, et ça a vraiment changé le match. Après ce match, avec une équipe sur la glace, c'était Fribourg. Il y a eu quand même pas mal d'occasions à gauche et à droite aussi. Les gardiens qui ont été parfois chanceux. On en début de tiers, c'est Joël Vermine qui va toucher du poteau à la 21e minute de jeu. Reto Berra, on le sait, évidemment un élément très important, Florian. Mais en plus, quand vous n'avez pas de chance, enfin en plus quand vous, avez la chance avec vous, surtout en début de période, on se dit que tout est bien parti. C'est clair que ça aide. Alors là, c'est sûr que on trouve le poteau, mais on voit que Berra, il était quand même bien positionné. Vermine est sur l'extérieur. Il force le joueur à essayer de millimétrer son tir. Et voilà, exactement. Je pense que il ne s'est pas non plus fait une grande frayeur, Berra, je pense. On a entendu le petit bruit après Vermine, c'est Julien Sponger. Il aurait pu avoir plus de buts, Stéphane, dans ce match. Oh oui, écoutez, on a deux bons gardiens qui couvrent l'intérieur des poteaux, donc qui forcent les joueurs à essayer d'être très, très précis dans leurs tirs, plus de lucarne, etc. Et c'est vrai. Il y avait un ancien gardien, un entraîneur des gardiens qui disait dans ces cas-là que le gardien, il avait bien jugé le palais. C'est exactement bien ça. Jugé. Et regardez Gauthier Desclous qui se démultiplie et qui empêche que l'addition, justement, ne devienne trop lourde. C'est une très belle image. Si on voit Desclous, regardez sa poussée, il couvre l'intérieur du poteau, il appuie sur son poteau, il se fait grand. Donc, Dernay ne peut pas le battre au-dessus de l'épaule vraiment. Il revient vers le milieu et sa poussée gauche-droite est magnifique. Ouais, on en reste à 1-0. Tout est possible finalement dans cette rencontre. Et va tomber le deuxième but avec Dave Souter qui va aller marquer un fort joli but. Mais quel travail de la part de Di Domenico qui résiste Florian et qui trouve ensuite Dave Souter. Ouais, il y a beaucoup de choses sur cette action de jeu-là. On voit d'abord Di Domenico qui est solide à la bande, qui repousse le Genevois, qui monte et qui voit très bien Souter. Qui lui alors fait une finition magnifique. Et puis ce qui est intéressant de voir aussi, c'est du côté genevois. Donc on se retrouve avec trois Genevois dans le haut de la zone, ce qui permet de retrouver Souter complètement libre et puis seul pour aller affronter Desclous. C'est Miranda qui est responsable de lui. Que si le défenseur il plonge, c'est le défenseur à Miranda. Miranda se laisse attirer. Et vous imaginez que Dave Souter, à la grandeur et à la grosseur qu'il a, il a réussi à se faire oublier. Chapeau, hein? Un mot quand même aussi sur la finition quand même de Dave Souter, parce que tu te retrouves pas souvent dans cette... Normalement, Max, il se retrouve jamais dans cette position-là, on est d'accord? Il y a eu un éclair de génie. Je pense qu'on va aller passer quelques fois dans le vestiaire fribourgeois. Je pense que là, ça doit rigoler. Non, mais c'est beau, il fait le geste parfait, il donne la victoire à son club. On voyait son sourire, il était content, il est fier de lui. Les coéquipiers aussi. Mais tout le monde, en plus, c'est quelqu'un, je pense, qui a apprécié. Il l'a mis à la Romagnosi. Mais on a déjà un second Romagnosi en Suisse, pareil, c'est Yanis Moser. Donc, il faudrait lui trouver un autre comparable. Il peut avoir plusieurs Romagnosi, mais n'empêche que ça c'est Moser, semble-t-il. Il faudrait trouver un autre comparable pour Dave Souter. On rigole, mais n'empêche que quand tu te retrouves dans cette situation, dans ces matchs-là qui sont aussi serrés, c'est hyper important évidemment de scorer. C'est ce qu'il a fait, c'est 2-0 après 40 minutes de jeu. Genève va pousser en troisième période, mais Reto Berra va mettre son veto à l'image de cet arrêt pour les photographes bien présents. La passe de Winnick est magnifique pour remarque. Je suis pas sûr que le shoot est cadré, là, mais je veux rien enlever à Berra, mais je suis pas sûr que le shoot est cadré. Pas cadré du tout. Hein? Il n'est pas cadré le shoot, je pense. Non, je pense pas. Et il n'accordera pas de rebond et on est en toute fin de match, on tente le tout pour le tout du côté de Genève et ce puck qui va revenir finalement sur la crosse des d'Arnaud Montandon qui va réduire la marque, il reste une cinquantaine de secondes. Là, Omar qui se retourne sans regarder. Ce qu'il veut, c'est il veut surtout surprendre le gardien. Il ne veut pas faire une passe là-dessus. Il veut le mettre sur Berra. Et le puck atterrit par hasard sur la canne de Montandon qui, patient,
Panique pas, ça c'est le style du buteur impatient. Et hop, là, il a pris le temps de le mettre en l'air. Donc, un but mérité parce qu'on a poussé à la fin du match. Hein. Genève a vraiment poussé. Et puis, c'est peut-être un juste retour de marquer au moins un but. Mais comme vous avez dit, comme on a dit, écoutez, je regarde le line-up de Genève. Là. Sans Richard et puis Rod, c'est une ligne en moins. Là. Par rapport au début de l'année, quand on évaluait cette équipe-là, c'est Ria en moins. Là, c'est Richard et Rod. En défense, il manque 2 joueurs aussi. Mercier et Morin, 2 gros morceaux. D'expérience en Mercier puis un gros grand bonhomme en Morin. Et là, Genève, honnêtement, n'a pas l'équipe. Et surtout devant, là, c'est une ligne en moins. Là. Vous regardez la 3 et la 4. Vermine est sur la 3 avec Stéphane Patry puis Smirnov qui joue à l'aile. Je veux dire, ça, c'est la 3. À la 4, vous avez Berton, Timothée Casse, puis un joueur, j'aime beaucoup Timothée Casse, un bon sens du jeu, etc. Avec Arnaud Montandon. Je veux dire, là, moi, je regarde le line-up puis je me dis, si Fribourg ne gagne pas cette série-là avec le line-up de Genève, Fribourg a ce line-up au complet. Là. Je pense qu'on doit forcément dire, si Fribourg ne réussit pas, s'ils ne reviennent pas de la série, puis Fribourg ne réussit pas à vaincre ce Genève-là, moi, je pense que ce sera un échec pour Fribourg. C'est le premier match, là, Stéphane. Non, mais je sais, mais Fribourg a joué un bon match ce soir, a fait le job. Et je veux dire, Genève est quand même une proie affaiblie, on s'entend. Vous êtes d'accord avec moi, les gars? Oui, bien sûr. C'est clair que là, on voit Genève avec, dans le fond, une de ses 2 premières lignes en moins. Ben oui. Mais il faut aussi donner du crédit à Fribourg qui a fait un très bon match. Parce que c'est 2-1, mais honnêtement, Desclous a fait un gros match sur les 2 derniers tiers. Surtout le deuxième tiers, il les a sauvés quelques fois. Donc, je pense du côté de Genève, il y a du boulot. Fribourg était la meilleure équipe sur la glace. De loin. Ils ont fait le job, hein, honnêtement. Ils n'ont pas donné des grosses chances à Genève. Non. Et puis, une chose importante aussi, on en a parlé avant le match, on parlait des étrangers, des pénalités. Et puis sur le premier tiers, les 2 premiers joueurs à prendre des pénalités du côté de Genève, c'est les 2 étrangers. C'est Fer et Vini. Donc là aussi, je pense que... Puis Fribourg a été discipliné, sauf erreur. Ils n'ont pas eu de pénalité, Fribourg, où il n'y a pas eu d'infériorité numérique complète avant presque la fin du match du côté de Fribourg. Donc, discipline. Donc, je pense que Fribourg a fait une très, très bonne entame de play-off. 35-24 au niveau de la statistique des shoots à la fin de cette rencontre. Et même, il y a un moment, il y avait 24-12, je crois. Fin du deuxième. Oui, c'est ça. Donc, ça montrait quand même la domination, en tout cas, au niveau de cette statistique. Fribourg qui l'emporte donc 2-1. On va écouter l'un des héros, vous l'avez compris, de la soirée. On va écouter Dave Souter. Dave Souter, victoire dans cet acte 1 du quart de finale contre Genève, 2-1. On a l'impression que Fribourg-Gotteron s'est un peu mis dans la panade en fin de période. Ouais, c'est clair que la fin, c'était compliqué. On voyait un Genève qui poussait. En sortant le gardien, on sait que c'est une superbe équipe, très structurée. Et on s'est fait peur à la fin, mais heureusement, on a pu rester solide. Et puis, c'est une première bataille remportée. Et puis maintenant, il faut aller remporter la deuxième. Quelle est l'importance dans une série de quarts de finale de gagner ce premier match à domicile? Ouais, c'est énormément de pression au début. Je pense que tous les joueurs, en tout cas moi personnellement, on sent un peu cette excitation au début qui fait qu'on veut un peu trop faire et puis on a plus cette coolness. Et puis, mais heureusement, on a réussi à ne pas se faire piéger aujourd'hui. Et puis on vous connaît comme un défenseur défensif qui se porte un peu plus volontiers à l'attaque cette saison. Mais là, finisseur comme ça devant le gardien, ça vous ressemble pas, on va dire. Ouais, j'ai eu quelques actions, mais c'était jamais au fond. Et là, j'ai eu la chance de recevoir une très belle passe de Di Domenico qui a fait que j'avais énormément de temps pour essayer de trouver un trou. Et heureusement pour moi, ça j'ai trouvé. Merci Dave, Merci bonne soirée. Bien. Merci, c'est gentil. Et il y a un petit sourire aussi. Dans le vestiaire aussi, ils ont un petit sourire comme vous le dites. Oui, Stéphane, une petite statistique. Je disais que Fribourg avait été discipliné. Ce soir, ils ont joué 49 secondes en cours d'un homme seulement. Et puis 4,49 de power play pour Fribourg. Donc voilà, c'est 4 minutes de plus en supériorité numérique. Donc un match relativement discipliné des 2 côtés. Comme on analyse justement cette défaite dans cet acte 1 du côté de Genève, on va écouter tout de suite Joël Vermine. Joël Vermine, on savait que cette série allait être extrêmement serrée avec 2 bons gardiens. Ça s'est vérifié ce soir. Vous perdez 2-1. Qu'est-ce qui vous a manqué pour revenir dans cette partie? Ouais, je pense dans notre zone de défense, on n'était pas autant proche des fois. Et puis comme ça, ils ont eu des chances et puis ils pouvaient marquer. Et puis aussi dans son offense, on a fait un peu trop facile pour Berra. On n'a pas essayé d'être devant lui et après prendre ses yeux.
Et puis oui, je pense vraiment les deux choses nous a manqué ce soir pour gagner ce match. Sur un plan plus personnel, vous avez été changé de trio, vous devez composer avec l'absence de vos habituels coéquipiers de ligne, Rod et Richard. Dans quelle mesure ça a pénalisé le Genève Servette ce soir? Bien sûr, on ne dirait pas non si les deux joueurs jouaient ce soir. Mais je pense qu'on a quand même une bonne équipe. Je pense que ce n'était pas à cause de ces deux joueurs qu'on n'a pas pu gagner ce soir. Oui, c'est dommage, mais on doit faire le meilleur avec l'équipe qu'on a. Et puis, ça ne vaut pas qu'on se plaint, les deux joueurs. Je pense qu'on doit juste jouer avec l'équipe qu'on a et puis donne le meilleur et puis après on verra. Merci Joël, à jeudi. Steph, tu as les yeux sur le line-up de Genève. Tu nous as parlé de la troisième ligne. Tu n'es pas bon là ce soir. Tu sais que tu dois changer quelque chose si tu ne récupères pas Rod et Richard. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? C'est une bonne... Écoutez, je sais pas. Je fais des dominos. Hein. Si tu en déplaces un, il faut que tu en mettes un autre. Honnêtement, il n'y a pas tant de solutions. Vermin était au centre de la 3, donc c'est un bon joueur de centre. Je sais que Patémon aime beaucoup Vermin. Et honnêtement, vous avez quoi comme solution? J'aime bien l'idée de mettre Cast au centre. C'est un joueur qui a un bon sens du jeu, qui peut jouer partout. Il a joué à défense, il peut jouer à l'aile. Voilà, vous avez les doublettes. Là. Vous avez Omar et Winnick sur la première trio. Ensuite, Fair et Moy. Miranda, c'est un grinder. Muyamo aussi, c'est un joueur d'énergie. Pas beaucoup de solutions, là. Si tu t'apportes pas, les gars. Non, après, tu as des joueurs comme Vermin qu'il faut... Ils élèvent leur niveau de jeu. C'est les joueurs en interne il y en a certains. Tout le monde doit élever son niveau de jeu et spécialement des joueurs comme Vermin. Il faut vraiment. Je trouve qu'on l'a pas trop vu ce soir et c'est lui qui doit être le leader. On fera le bilan jeudi après l'acte 2 pour voir en effet s'il y a le feu dans la maison ou pas du côté de Genève Servette. On va passer à la troisième confrontation, celle qui s'annonçait la plus serrée sur le papier, une des plus serrées en tout cas, le duel des Lions entre Lausanne et les ZSC Lions. On n'a pas été déçus, on a dû aller jusqu'en prolongation. C'était bien sûr notre match studio. 9e minute de jeu, c'est Zurich qui va ouvrir le score. Sigrist, on va le donner à Sigrist, mais c'est un autobut, un autogol de Joris. Du côté de Zurich, on est parti très très vite. On a profité des erreurs de l'adversaire, on va dire, Florian. Oui, complètement. Ça a été, je dirais, la première erreur défensive de Lausanne qui s'est fait mal prendre à la ligne bleue adverse avec Edner qui a fait un mauvais jeu. Et puis, Zurich était content, je pense, d'ouvrir le score parce que Lausanne était bien rentré dans le match. Ouais, puis après, il y a une bonne période zurichoise qui va suivre et même un miracle de Grossman, on va dire, devant Prassel. En lévitation. Ouais, avec ce puck qui va mourir sur le filet supérieur, Stéphane. Ça aurait été 2-0, ça aurait été pareil. Exactement. Le puck là, qui va être bondissant, vous allez voir qu'il va finir sur la barre transversale. Il va bondir dans les airs. Regardez, Grossman touche la barre. Grossman se lance avec la main gauche, réussit à remettre ce puck dans l'autre sens. Une patate chaude. Des fois, c'est une question de centimètres. Quand on met le 2-0, c'est un tout autre match, mais évidemment. Avec des ici, on va là, avec des ici, on reste là. Et là, évidemment, vous avez l'impression à un moment donné que le puck traverse la ligne, mais c'est encore le fameux effet parallaxe. Puck dans les airs. Et Lausanne qui va profiter d'une supériorité numérique pour égaliser grâce à Charles Hudon. On en a bien sûr parlé, Laurent. La force de frappe de Hudon qui profite aussi d'un petit déplacement, un petit temps de retard, on va dire, de Ludovic Weber, peut-être. Ouais, shoot chirurgical, il est fort, il est puissant, bien placé. Donc, c'était un premier powerplay, je pense, de Lausanne, qui a eu du mal cette année en powerplay. Donc là, il marque. Je pense que ça va leur faire du bien aussi. Ça leur fait du bien de marquer en powerplay. Hudon en championnat, c'est 32 matchs, 17 buts. Hein? Donc, il était sur une allure. Si vous comptez, s'il avait joué l'ensemble du championnat, c'est 25-30 buts. Hein? Si la tendance se maintient, c'est quand même un gars qui peut marquer des buts un soir sur deux. On va se rendre en deuxième période, messieurs, un partout. Donc, après 20 minutes de jeu, on va avoir deux nouvelles réussites. Et c'est une nouvelle fois, cette fois-ci, c'est Lausanne qui va prendre l'avantage avec Kellins. Kellins qui va appeler ce puck et qui va, Florian, s'amuser quand même un tout petit peu avec Garrettro. Ouais, on voit que sur la fin de l'action, il s'amuse un peu avec Garrettro et la défense zurichoise. Mais là, l'action dans l'ensemble du côté de Lausanne, elle est magnifique. Hein. Gibbons, il a été excellent tout le match. Là, il fait vraiment la différence en étant patient, en attendant que Kellins se démarque. Et puis derrière, Kellins, il a super bien joué le coup en étant patient puis en décalant suffisamment Weber. Et puis Laurent, on va voir Prassel qui va finalement égaliser en deux temps. Les deux premiers blocs de part et d'autre ont été véritablement dominants dans cette rencontre. Ouais, exactement, très très fort. On voit encore la Garrettro qui fait un énorme travail.
et qui arrive à la mettre au centre. Je trouve Barberio paraît pas très bien sur cette action. Je le trouve très passif. Il attend. J'ai pas trouvé qu'il était très dominant ce soir par rapport à ce qu'il a fait au début. Je sais qu'il a une légère blessure, mais là sur ce coup-là, il est un peu trop passif et ça coûte le but. Donc, mais par contre, c'est vrai, les 2 premières lignes de chaque équipe ont vraiment été dominantes. En plus, c'est du beau hockey, ça combine bien entre elles. Donc vraiment, c'est agréable à voir. Ouais, on a essayé de se dire, ok, d'accord, on contre la premier bloc, pas toujours réussi, puis finalement on compte après sur nos meilleurs joueurs pour faire la différence. Ça explique le score aussi, 2 partout après 40 minutes de jeu, le mano à mano qui continue. Pas de but en 3e période, mais une charge, celle de Cody Almond sur Troutman. Et Stéphane, celle-là, elle va peut-être coûter plus cher que 2+10 à Cody Almond, finalement. Ben, elle me dérange parce que dans l'intention, il ne va pas là pour faire un assassinat ou quoi que ce soit, mais Troutman, on peut le regarder sur la tablette si vous voulez l'analyser, on peut l'analyser sur la tablette. Ce qui me dérange, c'est que Troutman est vulnérable, il veut tirer le puck. Au moment où tu veux balancer le puck par la bande, ben, tu es en déséquilibre parce que tu es en rotation. Et à ce moment-là, Almond donne un coup au bas du dos. On va aller sur la tablette si vous le voulez bien. Regardez. Troutman, à ce moment-là, regardez là, il est en train de regarder ses patins. Il est vraiment en déséquilibre parce qu'il veut balancer le puck, lui, vraiment, de ce côté-là. Il est en déséquilibre. Et à ce moment-là, il est vraiment en déséquilibre parce qu'il s'occupe de balancer la rondelle. Et à ce moment-là, Almond le pousse au bas du dos. C'est très dangereux. C'est pas une grosse poussée, mais c'est dangereux. Regardez, complètement déséquilibré. Et là, heureusement qu'il réussit à faire une rotation avec sa tête-là, parce que s'il arrive tête première, c'est exactement comme il y arriva de Lugano sur la charge de Damien Riat. C'est pas la même charge que Riat. C'est pas du tout la même chose, mais dans l'idée, la réception, heureusement qu'il réussit à se tourner parce qu'il peut arriver tête première. Regardez, la petite poussette, grande conséquence éventuellement, et il peut se blesser à l'épaule. Heureusement, je pense qu'il n'y a pas eu de dommage, mais il peut se briser une épaule s'il ne se brise pas la nuque là-dessus. Très dangereux. C'est une charge qui est systématiquement revenue. Les 2+10 sont systématiquement revus par le PSO durant le match. Ils vont les voir. Ils sont là aux aguets. Et je serais pas surpris de voir une ouverture d'une enquête. J'aimerais savoir votre avis, les gars, mais c'est difficile à juger. On a vu des suspensions pour moins que ça. Ouais, ça va être intéressant de voir la sanction, je dirais, parce que c'est une action, c'est délicat à juger. Ouais. Hein. On voit qu'il ne veut pas forcément faire une agression. Il avait dans le fond 3 options. C'était d'aller après le puck, de continuer de patiner. Là, on voit qu'il a arrêté de patiner. C'est de faire mal à l'adversaire parce qu'on est en play-off et puis on ne va pas se cacher, on veut quand même faire mal à l'adversaire. Donc là, il aurait fallu attendre peut-être que Troutman dégage le puck et puis qu'ensuite il aille terminer sa mise en échec. Puis là, il a vraiment pris cette option de dire bon, ben, je mets quand même la canne là où il ne faut pas, puis je mets ce coup qui est extrêmement dangereux puis qui aurait pu mal se terminer. Donc, à mon avis, ça mérite quand même une sanction. Un 2+10, c'est le tarif minimum. S'il avait donné 5 plus McMatch durant le match, il n'y a pas de scandale, je pense. Après, sanction ou non, les gens à la maison qui nous regardent, vous êtes libres de juger. Effectivement, si vous êtes fan de Lausanne, vous allez dire que non. Si vous êtes fan de Zurich, vous allez crier au scandale. Mais souvenez-vous de Boson, le petit croche-tech dans le dos d'Arcobello. Arcobello avait glissé dans la bande de façon un peu théâtrale. 4 matchs de suspension. Julian Schmutz sur Riva, alors qu'il était encore à Bienne, Julian Schmutz. Petit truc, Riva perd l'équilibre, rentre dans la bande, 2 matchs de suspension. Cette année, on en a vu des comme ça qui n'ont pas prêté à conséquence, donc la ligne est sinueuse un peu. Là, moi, je pense qu'on tire pile ou face, puis on dit OK. Je pense qu'Allemand, il doit se dire j'espère qu'on n'ira pas plus loin. Si Troutman ne se relève pas, là, il reste même pour l'épaule, les arbitres donnent 5 McMatch, c'est garanti. Et là, là, le gars, il se relève, peut-être qu'il n'a rien, mais on ne doit pas pénaliser la conséquence, encore une fois. Laurent, t'en as fait combien des comme ça, des charges, toi? Non, je fais attention sur ça. Non, mais je trouve que pour moi, c'est une suspension, ça. Pour moi, c'est une suspension, c'est dangereux. C'est à 2 mètres de la balustrade, dans une position vulnérable, dans le dos. Non, ça, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Ça peut avoir des conséquences très graves. Donc, c'est des choses vraiment à éviter. La question maintenant, en fait, si suspension il y a, ça sera le nombre de matchs. Tu as parlé de 2, tu as parlé de 4 dans d'autres exemples. Ouais, mais tu es le premier acte des quarts de finale de play-off. Tu vas donner le baromètre pour la suite. C'est ça, c'est exactement ça. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est ça. Le baromètre, il doit être le même depuis le début de la saison, depuis le premier match amical jusqu'au bout, mais on sait que c'est assez vacillant. Moi, je ne serais pas surpris. Moi, si j'apprends qu'il est suspendu 2 matchs, je ne serais pas surpris.
Ouais, moi, je serais pas choqué. S'il n'y a rien, ben, je peux dire, peut-être que... Mais c'est vraiment, là, c'est du feeling. Lorient, 2 matchs de suspension, tu serais surpris? Non, je pense que, 2 matchs... 4 matchs, ça me paraîtrait quand même excessif, mais je pense que 2 matchs, ça peut être une sanction. Il n'y a personne qui va trop rouspéter là-dessus. On verra ça. Rendez-vous demain matin, hein, une dizaine d'heures. On aura peut-être la réponse, 10-11 heures. Comme ça. Allez, on va plonger quand même dans la prolongation, puisque ça aurait pu basculer vraiment d'un côté comme de l'autre. Difficile de faire un véritable pronostic. Mais ça a été véritablement une prolongation très disputée. On voit Udon, là, qui se crée une très bonne possibilité aussi, Florian. Il y a eu des possibilités lausannoises, il y a eu des possibilités zurichoises. Ça aurait vraiment pu pencher d'un côté ou de l'autre. Ouais, complètement. Je pense un grand mérite aussi aux 2 équipes. Ils sont rentrés dans la prolongation comme ils sont rentrés dans les 3 tiers précédents. Ils ont essayé de faire du jeu. Et puis, on va le voir là. Ça s'est merveilleusement bien terminé pour Lausanne. Avec le talent, la classe d'un Malguin qui, oui, profite de la glissade de Maxime Noro, qui avait une grosse possibilité du reste juste avant. Mais c'est comme ça, un match, ça se joue aussi sur des petits détails finalement, Laurent. Ah, tout à fait. En plus, il y a du trafic devant la cage de Ludo Weber au moment du shoot, donc c'est compliqué pour lui. Et Malguin l'avait vraiment bien dans sa petite fin de shoot. Il reprend un petit peu, il décale son angle de shoot en rentrant vers l'intérieur. Donc pour le gardien, c'est dur et il va la mettre, il va la claquer en lucarne. Donc vraiment un joli but. Petite statistique des tirs au but ce soir, 41-26 pour Zurich. Quand même 41 tirs pour Tobias Stéphane, il a fait un bon job. Et les niveaux des tirs bloqués, tenez-vous bien, c'est 11 tirs bloqués par Zurich, 38, même 38 ou 39 pour Lausanne. Alors là, c'est probablement un record cette année. On les regarde chaque soir, les stats, nous. Donc ça fait 80 shoots à la cage. Ça fait 80 tentatives de shoot vers la cage, puis quelques shoots qui ont raté. Donc, ça fait beaucoup. Le 38 m'étonne un peu. C'est peut-être vrai. Mais 38 nous paraît... C'est les points contre double en play-off, quoi. Les points contre double en play-off. À Genève, Fribourg, on a eu 26 et 29 tirs bloqués. C'est énorme. La moyenne durant l'année, c'est à peu près 15 tirs bloqués par équipe par match. Ça, c'est la moyenne. Des fois, il y en a 10, des fois, il y en a 20. Mais... Puis quand on arrive à 25, c'est les gros matchs. Ça veut dire que les gars se sont mis vraiment devant les rondelles. Puis il y a eu... Parce que chaque fois qu'il y a un tir bloqué, c'est qu'il y a une tentative de shoot aussi. Donc ça veut dire que tu as le puck sur ta canne, puis tu vises vers la cage. Donc ça fait beaucoup de temps de possession pour Zurich. Ça, c'est le fameux Corsi. Donc on peut imaginer que si tu regardes ça, tu dis, Zurich a passé la soirée avec le puck sur la canne. On n'a pas vu ça forcément, non? C'est pas la sensation qu'on a eue. Non. Tu sais ce que je te propose, Steph? Si tu as un doute, pour être sûr de toi, ce soir, quand tu rentres à la maison, tu vois, au lieu d'aller te coucher tout de suite, parce que finalement, on a fini tôt ce soir, tu te refais tout le match, tu prends ton meilleur stylo, puis tu nous mets des petites coches. Exact. Et puis après, tu vas faire quoi en général? Le matin, tu dis, il n'y avait pas trop de tubes, j'en étais sûr. Puis tout le monde va me dire, puis ils vont gagner quand même. Allez, tiens, réaction à l'issue de cette victoire du Lausanne Hockey Club. On va écouter l'un des héros de la soirée, Charles Hudon. Charles Hudon, quel match, ça a été serré jusqu'en prolongation, finalement vous imposez. Je pense que vous êtes soulagé après ce premier acte. Oui, c'est sûr, on savait que ça allait être une série qui va aller aux dernières secondes. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça a démontré qu'est-ce qu'il y en est. On était prêt à tout ce qui allait arriver. On a bien sorti de la première période. On a créé beaucoup de chances de marquer. C'est ceux qui ont eu leur chance aussi, mais on a été capable de les restreindre dans des moins de lancers possibles aussi sur notre gardien. Mais je pense que c'est une belle victoire, puis on pense tout de suite au prochain match. Pour vous, ça faisait 2 semaines que vous n'aviez plus joué. Revenir pour un premier match de play-off, comme ça, il faut vite retrouver le rythme. Vous l'avez rapidement retrouvé, notamment grâce à ce but. Les play-offs reviennent tellement... Ça fait tellement du bien de revenir. Puis quand c'est les play-offs, on dirait que tu trouves l'énergie de plus. Donc non, c'est sur les 2 semaines, c'est très, très frustrant de manquer les matchs. Mais je pense que ça m'a fait du bien pour mon corps. Puis je pense que je suis prêt pour les play-offs. Merci Charles. Merci à vous. Il nous a vendu quand même une série qui va se décider à la dernière seconde de jeu. Ça semble bien parti pour. Messieurs, dernière série à passer au crible, celle la plus déséquilibrée entre le premier et moi tu me diras, c'est avec les pré-playoffs, c'est pas le 10e. Enfin bref, c'était le 9e de la saison régulière. C'est évidemment Zug face à Berne. Là aussi, ça a été accroché dans les 20 premières minutes de jeu. Ça a été très physique entre Zug et Berne. On a déjà vu que c'était physique entre Berne et Davos lors du dernier match de pré-playoff. Et là, c'est Zug qui va ouvrir le score 38e seconde. Déjà, regardez, Cox
Kovar dans son bureau qui sert Simeone dans son autre bureau. Et Laurent, ça fait déjà 1-0. Oui, ça, Zug a fait du Zug. Cette ligne Kovar, Simeone et Hoffman est très efficace. Et c'est vrai que Kovar a cette qualité de pouvoir donner des bons palais. Et Simeone, cette année, en a beaucoup conclu. Donc, non, vraiment une belle phase de jeu. Kovar, il a sorti Praplan de ses culottes, là. Hein? Absolument, ouais. Praplan, il a fait un bon job quand même pour le suivre. Il était à la bande, etc. Mais Simeone, il a mis fin à l'invincibilité de Karunen, là, aussi après 38 secondes. On voit de la moyenne. Mais Neuenschwander, Yann Neuenschwander, la 5e. Florian Kainz va égaliser. Oui, on voit là, hein, il sort du banc des pénalités. Et puis, je crois que c'est Praplan, là, aussi, justement, qui fait une super passe. On voit, il passe le puck entre la canne et les patins du défenseur. Et puis, Neuenschwander qui conclut bien derrière. Donc, ça a bien relancé Berne dans ce match. Puis, il tire assez rapidement. Giannini, il est encore un petit peu dans son déplacement. Hein. Il n'est pas face. Juste au-dessus du gant. C'est un très beau shoot. Une très belle pièce de jeu. L'exécution était très belle, très bonne du côté de Berne. Il y a un powerplay. Il n'a pas fini dans les premiers powerplays de la Ligue. Mais quand on le voit à l'œuvre, on se dit qu'il est véritablement redoutable. En plus, ils en ont 2 redoutables, Stéphane. C'est bien sûr Zug avec Simeone pour le doubler. Oui, l'exécution était. Le puck se passe vite à l'Atalo, le futur Luganais qui remet à Hoffman. Et là, regardez, les défenseurs. Gerber est monté vraiment beaucoup. Regardez Gerber à quel point il est haut sur Hoffman. Et puis là, Untersander se retrouve un peu coincé. Il pense que la passe va aller à travers. Et finalement, il laisse Simeone. Simeone reçoit le puck. Il a le temps de se retourner puis le mettre. Donc, c'est pas très bien joué de Berne défensivement, Laurent. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que Untersander, Gerber, ça ne me dérange pas qu'il soit peut-être un poil trop haut, mais c'est surtout Untersander. Il triche sur Kovar, sachant que Kovar, c'est pas un shooter. Donc je ne comprends pas de tricher sur lui. Il devrait plutôt s'occuper du milieu, de prendre un des deux au moins qui est devant la cage. Là, en l'occurrence, il y a les deux. Simeone, il a le temps de récupérer, se retourner, shooter. Ça, je pense que ça doit être corrigé. Non, mais ils se sont dit, on va surveiller Klingberg. Et puis voilà, ils ont laissé Simeone, quoi, un petit peu. Même pas, Klingberg, il était tout seul aussi. Ah, parce que 5 contre 4, il y en a un de plus. Donc, ouais, mais là, ils étaient 2 tout seuls. Hein. C'est ça. Donc, il y a quand même un problème. Un standard, il couvrait personne. Ouais, ben exactement. Non, mais peut-être que pour la suite, ils ont appris. Ils ont dit, bon, alors ce qu'on va faire là maintenant, on va laisser Simeone. Enfin, on va surveiller Simeone plutôt. On va voir ça tout à l'heure. Mais avant ça, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, on va parler de la blessure de Diaz. Parce que ça, c'est quand même le gros coup dur pour Zug. Il n'a pas réapparu au jeu. Et Florian, peut-être pas sur cette série, face à Berne. Mais après, pour la suite, si tu veux aller au bout, tu perds quand même ton meilleur défenseur. C'est clair qu'il y a certainement un petit peu d'inquiétude après ce match-là du côté de Zug. Maintenant, à voir quelle est exactement la gravité de la blessure de Diaz. On sait que c'est le patron de cette équipe. Derrière, c'est lui qui va prendre le plus de temps de glace. Maintenant, c'est clair que peut-être pour cette série-là contre Berne, on peut s'en passer. Maintenant, pour aller jusqu'au bout, à voir, mais on va pas se projeter trop loin et puis attendre le premier diagnostic des médecins zougois. On va attendre le bulletin de santé dont on n'apprendra rien du tout par la force des choses. Parce que c'est comme ça, c'est l'omerta totale. Rappelez-vous, si on annonce un joueur blessé en haut du corps, vous pouvez être sûr que c'est en bas du corps. Absolument. C'est un classique des playoffs. Allez, on va se rendre en deuxième période. On va retrouver le power play zougois. Du coup, regardez, il y a 3 Bernois sur Simeone. Non, je plaisante. Il y a surtout Klingberg qui fait de l'espace, et qui va marquer, Laurent, le 3e. Kovar encore à la passe. Non, par contre, il est dessus. T'as bien Gerber qui lui fait un gros câlin, il essaye de le stopper par tous les moyens, il n'y arrive pas. C'est incroyable, tout à fait. Une petite faute au passage peut-être de Gerber. On voit que c'est compliqué pour Berne parce que c'est des gros bonhommes qui sont devant le but. Et puis, Gerber a eu la chance de ne pas se blesser un genou là-dessus. Vous avez vu la chute de Gerber, là, Klingberg, il lui tombe dessus, il a le genou de travers. Là. Colin Gerber qui va réduire le score 3-2, n'empêche qu'à 4 minutes de la fin de cette deuxième période, Stéphane, il y a 3-2, il n'y a qu'un but d'avance pour Zug. Le geste technique, là, c'est Olofsson, je crois, qui fait ce geste technique à l'entrée de zone. Et il remet à Gerber qui a bien suivi. Le 19, c'est Olofsson, ça? Je ne suis pas sûr. Non, c'est pas Olofsson. Non, et ça passe sous le bras de... sous le bras de Giannoni qui ne voit rien parce qu'il y a du trafic devant la cage. Mais avec le mouvement là, de l'attaquant, il a embarqué deux défenseurs zougois et puis ça a tout ouvert pour le... Mais donnons crédit à Gerber qui a suivi l'action défenseur. C'est pas un défenseur offensif, Gerber, mais il a suivi l'action et puis ça a payé.
Ça a payé et on va se rendre en troisième période avec Edenauer qui va avoir un contact avec son propre gardien, la casque contre casque. Et il va laisser une petite chagnotte ou peut-être un bout de lèvre dans l'aventure. Ouais. C'est premier playoff avec Berne, hein, de toute façon, pour lui, pour le jeune joueur. Michael Edenauer, je pense pas qu'il est. Il était à Langenthal. Il y a 2 ans en arrière, je pense pas qu'il est. Il y a 2 ans, il était à Langenthal. Allez, on a vu Simeone au début du match, on a vu Klingberg en deuxième période. On va retrouver Klingberg pour le but de l'assurance, on va dire, du côté de Zug, alors que c'est Berne qui pousse pour tenter d'égaliser sur cette contre-attaque. Regardez Klingberg. Oh, bim. Il est où? Il est dedans. Lui, il l'a vu dedans. Laurent, il a levé le bras. Ah ouais. Ah, il l'a vu. Hein. Mais magnifique. Hein. On marque le 3-3 à un bout, puis on marque le 4-2 de l'autre côté. Un classique. Ouais, c'est vrai que Giannoni, il a bien sauvé de l'autre côté, puis là, bam. Non, il est parti, là, il est magnifique. Est-ce que là, il n'y a pas beaucoup de place. Hein, chirurgical, hein. Ouais. Clinique, le Klingberg là-dessus, en effet, pour le 4-2. Et dire qu'il a les 12 premiers matchs, je crois qu'il avait pas de but. Et là, il joue tellement bien là depuis. Il score beaucoup aussi, hein, tout comme Simeone. C'est les 2 buteurs en forme. 4-2, 42-26 quand même la statistique des shoots dans ce match. Oui, le score c'est 4-2, mais la domination zougoise, elle était quand même là ce soir. On va écouter une réaction, justement, on va écouter la réaction de Grégory Hoffmann. Grégory Hoffmann, victoire dans cet acte numéro 1 face au CP Berne. Un gros match pour commencer ces playoffs. Oui, un gros match. On a su que Berne allait arriver fort. On a le premier point, c'est important ce soir. Et on sait que ça va être une bataille tout au long de la série. Donc on prend ça et on va améliorer encore les petites choses pour le prochain match. Votre victoire s'est construite surtout sur les supériorités numériques et infériorités numériques. Oui, je crois qu'on a su utiliser notre momentum sur les situations spéciales. On a marqué des goals importants. Je crois que le 4e goal aussi de Klingberg sur un peu un contre, il met un super goal qui nous aide à aller gagner ce match. Donc on a su marquer dans les moments clés du match et c'est comme ça qu'il faut gagner en play-off aussi. Un petit mot sur cette double bulle, une bulle sportive, une bulle privée. Comment vous vivez ça? Ouais, très bien. Je crois qu'en ce moment des play-offs, tout le monde a envie de jouer et c'est pour ça qu'on essaie de prendre le moins de risques possible et on s'entraîne et on rentre à la maison. C'est aussi beaucoup de récupération pour se préparer pour les matchs et je crois qu'on n'a pas le temps vraiment à penser à autre chose que ça dans les playoffs. Merci beaucoup. Merci. Je vais dire, messieurs, franchement, s'il y a bien une équipe qui va tout faire pour respecter cette double bulle, c'est bien Zug, Stéphane, t'es d'accord? Tu n'arrêtes pas de nous dire c'est l'année ou jamais. C'est l'année ou jamais. Je veux dire, l'année prochaine, Zug n'aura pas la même équipe. Clairement pas. On perd Alatalo, on perd Hoffmann, on perd Diaz. Ils ont une bonne équipe. Ils auront toujours une bonne équipe, mais ils n'auront peut-être pas l'équipe dominante qu'ils ont cette année. Donc là, tu perds quand même 2 gars en défense. Donc tu vas upgrader tous tes jeunes défenseurs, plus de responsabilités. Donc ça ne sera pas une année identique, aussi performante. Et moi, je pense que c'est l'année ou jamais. Peut-être pas jamais. Ça peut revenir parce qu'on a quand même... Et puis là, il ne faut pas oublier qu'à Zug, petite parenthèse, on vient de sabrer dans le système de formation. Zug Academy ont posé la clé sous la porte avec le changement de la Ligue avec les juniors U22. C'est merci, bonsoir. Les jeunes qui ont poussé dans Zug Academy, il y en a plusieurs, mais qui sont montés. Là, ceux qui sont encore là, les jeunes, ils partent à gauche, à droite. Donc, c'est la fin de cette pyramide de formation où on attirait beaucoup de joueurs, on formait beaucoup de joueurs. Et puis là, il y a des gros éléments qui vont partir des leaders. Donc, cette année, c'est l'année pour Zug, effectivement. Et je pense que ça va arriver. Messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile, Laurent Meunier. On l'a vu, on ne le connaissait pas buteur comme ça, finisseur autant que ça, c'est Dave Souter. Ouais, il fait un super but avec une très belle passe de Di Domenico. Finition en arrivant tel un vrai buteur. On aurait cru Julien Sponger, donc non, il la met sous la lane, donc magnifique. Un but, un assist pour la 2e étoile de la soirée, c'est Denis Malguin. Et en plus, Florian, c'est l'auteur du game-winning goal pour Lausanne. Ouais, c'est clair. Et puis on voit tout l'impact sur le dernier but qu'il a mis, qu'il peut avoir aussi sur l'adversaire. Même si c'était Noro, on a vu Noro qui s'est tellement méfié de Malguin qu'il était très loin. Ce gap était énorme et puis ça lui a permis de marquer un super but. Donc un bon début de play-off pour Malguin dont on aura bien besoin du côté de Lausanne pour
pour aller au bout de cette série-là. On a fait plouf canard, Stéphane, pour la première étoile de la soirée, puisque 2 joueurs ont été l'auteur d'un doublé, mais on a choisi Dario Simeone. Un joueur que j'aime beaucoup, peut-être la révélation de l'année, on en parlait en avant-match. C'est un joueur qui s'est révélé à 26 ans, c'est un joueur qu'on connaissait, qui nous avait habitués à Davos, un Tessinois qui a joué à Davos notamment, qui nous avait habitués à des saisons de 15-20 points. Et cette année, c'est 45 points, 24 buts. Vous allez me dire, ouais, mais jouer avec Hoffman puis Kovar, c'est facile de marquer des buts, mais il l'a fait. Il a été aligné avec des joueurs qui jouent vite, qui ont un sens du jeu et tout, puis il a pu s'adapter. C'est un gars qui va devant la cage, il est gros, il est grand, il est difficile à déplacer. Et des joueurs comme ça, qui power forward, 26 ans, il arrive dans les meilleures années de sa carrière. C'est un joueur qui va être très en demande et puis qui a fait une excellente saison. Ouais, et qui est bien parti, en effet, dans ces quarts de finale de play-off. On va rappeler les résultats de cet acte 1 avec les victoires attendues, on va dire, de Zug face à Berne et de Lugano face à Rapperswil. Fribourg qui s'impose 2-1 face à Genève et Lausanne dans le duel des Lions 3-2 après prolongation. Voilà, vous avez aussi évidemment les scores dans la série après un match. C'est assez facile de s'en sortir. Il est temps de remercier nos invités de cet acte 1. Merci Laurent Meunier, merci Florian Kainz. Stéphane, on se donne rendez-vous sans faute jeudi soir, 19h30. Et vous pourrez suivre la rencontre entre Genève Servette et Fribourg-Gotteron sur MySports One. Les autres quarts de finale sont bien sûr disponibles sur les autres canaux de MySports. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À jeudi. Bye bye.